Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue à ce 7e épisode de Sur ce bonne soirée, le podcast québécois en termes de sport et de faits divers. Je suis votre hôte Raphaël en compagnie de mes co-animateurs Étienne, Jérémy et Chloé. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Donc nos sujets pour aujourd'hui. Tout d'abord pour le sport, nous allons parler de plusieurs sujets entourant la WWE, dont le WrestleMania 40 qui aura lieu ce mois d'avril. Et ensuite, pour la rubrique Faits divers, nous allons parler, ou plutôt nous allons continuer notre journée au travers de la Terre du Milieu avec le Seigneur des Anneaux, les 2 tours. Donc, Chloé, je te permets de lancer le bal avec les Survivor Series. Merci Raphaël. Comme Raphaël a dit, je vais parler des Survivor Series War Games. On va commencer par la gagnante. L'équipe de Bianca Belair qui ont battu Damage Control. Ensuite, il y a eu Gunther a encore une fois dominé en battant The Miz par soumission pour continuer son règne en tant que champion intercontinental. Rhea Ripley a défait brillamment Zoey Stark pour conserver son titre pour le Women's World Champion. Zoey Stark a démontré quelques faiblesses que Ripley n'avait pas démontré auparavant. Ça, c'était incroyable. Maintenant, pour la main event de Men's War Games, la question était de savoir si Randy Orton allait faire son retour avec l'équipe de Cody Rhodes. Lorsqu'il ne semblait plus avoir d'espoir, Randy Orton était le dernier à rentrer dans le War Game et a aidé son équipe à remporter la victoire contre le jugement d'Andrew McIntyre. Il y a eu une grosse surprise à la fin du pay-per-view. C'était le grand retour de CM Punk à Chicago après 10 ans d'absence. Oh my god! Merci Chloé. On va maintenant se rendre vers le Royal Rumble, le premier pay-per-view de l'année 2024. Donc on commence avec Bayley qui a gagné le Royal Rumble des femmes avec un match très impressionnant de sa part, une élimination surprise comme à l'habitude et Bayley qui se rend directement à WrestleMania. Ensuite, nous avons eu le match de championnat qui opposait Roman Reigns, le champion en titre, contre Randy Orton, AJ Styles et LA Knight. Un Fatal 4-Way match, un match qui a été très brutal et très divertissant, bien sûr. Mais évidemment, c'est Solo, le Tribal Hair of the Bloodline, qui est apparu et qui a mis Randy Orton hors d'état de nuire pour permettre à Roman Reigns de maintenir son titre encore. Donc, il va pouvoir se rendre directement à WrestleMania comme étant champion. Ensuite, nous avons eu le United States Championship match opposant Logan Paul, le champion, contre Kevin Owens et une fin de match assez le fun. Donc, Logan Paul qui sort un point américain et Kevin Owens qui l'utilise contre lui, le gardant à son poignet en fait. Et pendant le pin 1, 2, 3, c'est la victoire, mais non, le referee voit le point américain de Kevin Owens et c'est la disqualification. Donc, automatiquement, Logan Paul conserve son titre de champion des États-Unis. Et ensuite, le fameux Royal Rumble des hommes. Cody Rhodes, pour une deuxième année consécutive, remporte ce match en éliminant CM Punk, qui était le favori pour gagner ce match. Donc, Cody Rhodes a choisi d'affronter Roman Reigns à WrestleMania. Pour une deuxième année consécutive, il affronte Roman Reigns. Merci tout le monde. Donc pour ma part, je vais vous parler du plus récent pay-per-view qui s'est déroulé, donc Elimination Chamber. Il y a eu 4 matchs dans ce pay-per-view très intéressants, dont 2 entre autres pour déterminer qui allait affronter à WrestleMania les 2 champions restants. Donc premièrement, il y a eu le match pour le Women's Tag Team Championship entre les champions actuels, les Kabuki Warriors, et Candice LeRae et Indy Hartwell. Donc, c'est les Kabuki Warriors qui ont encore une fois remporté la victoire pour rester champions. Ça a été un très bon match. Par la suite, le premier match pour le Elimination Chamber chez les femmes, c'était un match entre Becky Lynch, Bianca Belair, Liv Morgan, Raquel Rodriguez, Naomi et
Tiffany Stratton. Et c'est Becky Lynch qui a réussi à remporter le match et qui aura le droit d'affronter Rhea Ripley à WrestleMania. Par la suite, il y a eu un autre Tag Team Championship match entre les champions de Judgment Day qui ont réussi à battre le New Catch Republic. Ça a été un match relativement facile avec, comme à l'habitude, de l'interférence de la part de Dominic Mysterio. Mais ça, c'est rien de vraiment nouveau du côté du Judgment Day. Et lors du main event, lors du match de l'Elimination Chamber pour les hommes, c'était un match entre Drew McIntyre, Randy Orton, LA Knight, Kevin Owens, Bobby Lashley et Logan Paul, le United States Champion. Après un fort match, on pensait vraiment que Orton avait la victoire en poche. Logan Paul est arrivé, il a asséné un coup de poing avec un poing américain. Ça a knocké complètement Randy Orton et c'est grâce à cette manœuvre que Drew McIntyre a réussi à remporter la victoire et ira directement à WrestleMania. Merci beaucoup, Étienne. Et maintenant, nous allons passer au WrestleMania, le WrestleMania 40, qui, comme le numéro l'indique, célébrera les 40 ans de cet événement. Et donc, tout d'abord, pour commencer, le grand match de championnat pour le Undisputed WWE Universal Championship. Ce sera un match opposant Roman Reigns, le champion en titre, contre Cody Rhodes. Je crois que même Étienne l'avait mentionné tout à l'heure. Cody Rhodes, dans cette situation-là, ce sera sa deuxième tentative pour détrôner Roman Reigns pour le titre du Undisputed Universal Champion. Donc, on lui souhaite bonne chance pour ça. Ce sera sa rédemption. Ensuite, nous aurons pour le World Heavyweight Championship, nous avons Seth Rollins contre Drew McIntyre. Dans ce cas-ci, McIntyre, tu l'avais mentionné aussi, il a eu le droit d'aller affronter Rollins parce qu'il avait survécu au Elimination Chamber. Et ce sera la même chose pour le match suivant, du côté, cette fois, des femmes. Pour le Women's World Championship, Rhea Ripley contre Becky Lynch. Dans ce cas-là aussi, Becky Lynch a pu aller affronter Ripley car elle avait survécu au Elimination Chamber. Ensuite, pour le WWE Women's Champion, nous avons Io Sky contre Bayley. Dans ce cas-ci, Bayley avait choisi Io Sky pour être son adversaire car cette dernière avait gagné au Royal Rumble. Mais en plus des matchs confirmés, il est possible qu'il y aura un tag team impressionnant qui se passera au WrestleMania 40. Un tag team avec Dwayne The Rock Johnson et Roman Reigns qui s'opposera à Cody Rhodes et Seth Rollins. Si The Rock et Reigns gagnent, ça voudrait dire que The Bloodline, leur équipe, pourrait interférer avec le match de championnat qui opposerait Reigns à Rhodes. Mais s'ils perdent, ils ne pourront pas interférer, ils ne pourront pas être présents au match. Et ça couvre les matchs et ça couvre les événements qui auront lieu lors du WrestleMania 40. Donc, cela conclura notre brève, mais quand même assez in-depth discussion sur le sport pour la WWE. Et maintenant, nous allons passer à notre rubrique Faits divers avec Les Deux Tours, le second film du Seigneur des Anneaux. Déjà, tout comme pour le premier film, il a âgé comme le meilleur des vins. It aged like fine wine. Sérieusement, tous ces films-là, on va peut-être adopter au pire, mais il pourrait être sorti. On pourrait dire qu'il serait sorti il y a 5 ans, on y croirait tellement la qualité est toujours aussi bonne. Alors que c'est un film qui est sorti en quelle année, Chloé? En 2002. En 2002, pour vous dire. C'est incroyable. Et je vais commencer en gauchant sur une de mes scènes préférées du film qui se passe au début, qui est en fait la scène du début du combat opposant Gandalf au Balrog. Parce que, je suis désolé, comment ça commence, c'est incroyable. Déjà, t'as Glamdring, l'épée de Gandalf. En fait, déjà, tout le monde est en chute libre. T'as Gandalf qui est en train de plonger en piqué en chute libre. Juste dans les bowels de la Moria. Il attrape son épée Glamdring en plein vol. Ensuite, il s'accroche au Balrog en chute libre et il lui fout des coups de Claymore. Je suis désolé. Moi, je trouve ça incroyable. Moi, je trouve ça tellement épique.
Moi, j'adore cette scène parce que ça démontre aussi, mis à part le côté spectacle qui est génial, vraiment la vraie force de Gandalf. Parce que dans le premier film, tu te dis, c'est juste un vieux magicien qui aime fumer de la pipe qui aime côtoyer les hobbits, qui aime leurs coutumes et tout ça. Mais tu te rends compte que le gars, c'est un gros powerhouse. Le gars, il est en train de foutre des épées à un gros démon alors qu'il est en train de chuter à des milliers de kilomètres sous la terre. Et ce qui est fou, c'est que, comme j'ai dit, c'est juste le début du combat. Après, il crache dans un lac souterrain. De là, il continue à se battre. Tu le vois jamais, ça. Ni dans le livre, ni dans le film. Mais Gandalf le dit lorsqu'il revient. Du plus profond des cachots au plus haut sommet, je combattis le Balrog de Morgoth. Ça veut dire qu'ils ont remonté du lac jusque tout en haut. Là, ils ont eu leur affrontement final où Gandalf a réussi à tuer le Balrog. C'est incroyable, ça te dit à quel point ce gars-là, il est puissant. Et une des raisons pour la grande force de Gandalf, parce qu'on s'entend, le gars, il a réussi à toffer un combat pareil pendant peut-être des jours, on sait pas. Et c'était parce que Gandalf, en réalité, c'est un maillard. Et pour ceux qui se demandent ce que je viens de dire là, on va faire un petit segue vers la cosmologie du Seigneur des Anneaux, qui est davantage expliqué, je crois, dans le Silmarillion, qui est le prequel du Seigneur des Anneaux. Donc, tout d'abord, le dieu créateur dans Lord of the Rings. Déjà, la planète s'appelle Arda, pour les curieux. Le créateur s'appelle Eru Iluvatar. C'est essentiellement Dieu, parce que Tolkien, vous me corrigerez là-dessus, c'est grandement inspiré on va dire de la cosmologie chrétienne pour faire son panthéon divin. Donc, t'as le créateur on top, Eru Iluvatar. Il a créé des entités qui s'appellent les Ainur. Les Ainur, c'est essentiellement des dieux et des archanges, essentiellement. D'un côté, chez les Ainur, tu as les Valar, qui sont les dieux, dont faisait partie Morgoth, qui était en fait essentiellement le diable dans l'univers de Tolkien. Donc, d'un côté, il y avait les Valar, avec Morgoth, et de l'autre côté, il y avait les Maiars, qui sont essentiellement des anges, essentiellement des archanges ou anges inférieurs. Et c'est ça qu'est Gandalf, Saruman. En fait, tous les magiciens, dans Le Seigneur des Anneaux sont des Maiars. Ils sont aussi appelés des Istari. Et en plus de ça, Sauron était aussi un Maillard. Qui se faisait aussi appeler Melkor, by the way. Et en plus de ça, les Balrogs eux-mêmes étaient des Maillards. Ce sont des Maillards qui ont été corrompus par les pouvoirs, je ne sais plus, soit de Morgoth ou de Sauron. Et ce sont littéralement devenus des démons. Ce sont littéralement des anges déchus, en fait. Merci Raphaël, c'est vraiment intéressant d'en apprendre plus sur l'univers de Tolkien qui peut être à la fois extrêmement intéressant mais très complexe. Donc, les deux tours, ce qui... je suis pas le seul à dire ça, c'est sûr, mais ce qui frappe le plus dans ce film-là, c'est l'aspect visuel. On en a parlé dans la communauté de l'anneau, l'aspect visuel qui est assez frappant, mais là, c'est vraiment les décors. Donc, le tournage de ce film-là a eu lieu en Nouvelle-Zélande. Ça a été tourné entre 1999 et 2000, malgré son année de sortie de ce film qui est 2002. Puis, le film commence justement avec la scène avec Gandalf, puis on a un bout avec Frodon et Sam et le fameux Gollum, qu'on va pouvoir en parler davantage plus tard. Mais on se plonge directement vers Aragorn, Legolas et Gimli qui tentent de poursuivre les Uruk-hai qui ont kidnappé Merry et Pippin à la fin du premier film. Évidemment, c'est des jours et des jours et des jours de course sans manger ni boire, donc Gimli se plaint beaucoup avec un petit brin d'humour qui est assez divertissant et très accueillable. Mais on a des plans absolument phénoménaux de la Nouvelle-Zélande, qui est un pays absolument magnifique côté visuel, des montagnes, des champs. Peter Jackson en parle beaucoup dans ses interviews qu'il a faites par rapport à ce film-là, que ça a été difficile de prendre vraiment des bonnes shots de caméra, parce que des fois, ça peut être des enjeux météorologiques. Mais honnêtement, le film est vraiment sorti des chantiers battus avec le visuel de la Nouvelle-Zélande. C'est absolument magnifique, autant dans la vraie vie, évidemment, mais dans ce film-là, c'est
C'est juste absolument magnifique de A à Z. Les plans de caméra qui ont été utilisés sont absolument magnifiques. Et c'est un des points forts de ce film et évidemment de la trilogie. Mais ce film-là, son point le plus fort, c'est l'aspect visuel. Merci beaucoup, les gars. Moi, je veux juste vous dire les deux scènes que j'ai vraiment appréciées. C'est le retour de Gandalf, puis la dernière bataille, la bataille du gouffre de Helm. J'ai trouvé la bataille impeccable. Tout le monde se battait. C'était des très beaux graphiques aussi. Malgré que c'est vieux un peu le film, je trouvais que c'était un peu réel en même temps. Fait que j'ai vraiment trouvé ça le fun. J'ai aussi trouvé ça le fun comment ils ont parti, puis ils l'ont arrêté avec un petit criage, puis qu'ils ont recommencé la bataille avec un petit criage. Comme ça, c'était vraiment créatif. Puis aussi, je vais faire une petite blague. Je trouve que le personnage que j'aime beaucoup dans ce film-là, c'est le Gollum. Puis il y a des gens qui me disent que je ressemble à Gollum, mais on s'entend que Gollum, il est laid. Fait que c'est comme des petites blagues qu'on me fait. Merci tout le monde. On va se répéter, puis on va continuer à se répéter aussi sûrement dans le 3e film. Mais les images, ce qu'on voit, c'est vraiment magnifique. Des 3 films, je dirais que c'est les plus belles, c'est les plus beaux graphiques, les plus beaux paysages, les plus beaux décors qu'on voit. C'est vraiment dans le 2e qu'on le voit. Cependant, des 3 films, malheureusement, c'est celui que j'aime le moins, pour ma part. Simplement parce qu'il y a certains endroits, je trouve, dans le film où on s'est trop attardé sur des trucs qui peut-être ne devaient pas être s'attarder. Comme par exemple, lorsqu'Aragorn tombe de la falaise, lorsqu'ils sont attaqués par les wargs, je trouve que par la suite, tout ce qu'on nous montre sur son retour au gouffre de Helm, je trouve que ça prend un peu trop... c'est un peu trop long pour ce que c'est. Mais surtout, les scènes, pour moi, qui ont peu de place, c'est lorsqu'on est dans la forêt où il y a les Ents, puis vraiment, on passe beaucoup de temps à juste regarder les Ents, se regarder en fait, et se parler dans leur langage, mais ça aboutit pas à vraiment grand-chose, puis je trouve que c'est des minutes qui auraient pu être prises à autre chose peut-être dans le film. Tout ça étant dit, même si du côté des Ents, j'ai trouvé que c'était long, on voit très bien pendant le film que sans les Ents, certainement que la guerre pour les terres du milieu serait jamais gagnée, puisqu'ils sont allés détruire Isengard. Je tiens juste aussi à dire que c'est, disons, les deux personnages les moins intelligents de cette trilogie qui font en sorte que les Ents vont attaquer Isengard, donc Merry et Pippin, qui font exprès de dire à Sylvebard de les amener de l'autre côté de où ils devaient aller pour que finalement les Ents et Sylvebard se rendent compte des dégâts que Saruman ont fait. Puis avec tout ça, ils vont finir par attaquer Isengard et reprendre Isengard. C'est là que j'aimerais parler d'un des petits points faibles de la trilogie du Seigneur des Anneaux de Peter Jackson, c'est toute l'histoire avec Arwen. C'est un peu flou, honnêtement, pour moi, même après avoir écouté la trilogie environ 556 000 fois dans ma vie. Mais dans le fond, ce qu'il faut comprendre, c'est que Arwen ne veut pas aller vivre à Mélanor, la terre à l'ouest, où est-ce que les elfes s'en vont pour éventuellement, qui est un peu le paradis en fait. Arwen veut rester dans le monde des hommes, qui évidemment les hommes à la fin de la trilogie se deviennent la race d'honneur après la guerre de l'anneau, mais ça, on y viendra au 3e film. Mais donc, Arwen veut rester dans le monde des hommes par amour pour Aragorn. Ce que je n'aime pas de cette histoire-là, qui n'est pas dans le livre d'ailleurs, c'est que c'est encombrant. Évidemment, on a des gros dialogues de Galadriel qui parle de « Ah, si Arwen reste, patati patata, ça va arriver ».
Elrond aussi, c'est beaucoup de patati patata. Si tu restes, tu vas rester immortel et tu verras l'homme que tu aimes mourir. Si tu restes dans le monde des hommes, tu n'y verras que la mort et la peine. Donc j'ai trouvé que ça ralentissait le film. Si je reviens à la communauté de l'anneau dont on a parlé la semaine passée, moi je trouve que c'est un film parfait de A à Z. Toutes les scènes, tous les moments, tous les dialogues, je m'en souviens et je peux te réciter le film par cœur. Pour les 2 tours, je suis comme sceptique par rapport à ces parties-là. Sinon, le reste du film est sensationnel de A à Z. Des batailles qui prennent encore plus d'ampleur, aux personnages qui deviennent encore plus attachants, aux scènes mémorables, dont la fameuse bataille du gouffre de Helm, qui est potentiellement une des meilleures scènes d'action de guerre jamais mises sur le grand écran. Mais c'est justement les petits bouts de Arwen et sa peine, la peine d'Arwen que je vais dire. C'est des scènes radoteuses, que je vais dire. Puis on le voit aussi dans Le Tour du Roi, quand Elrond vient dire à Aragorn que le sort de Arwen est lié à celui de l'anneau. Donc on est comme un peu en mode Donc c'est le point faible pour moi de la trilogie. C'est le point faible du film, sans enlever évidemment les autres éléments sensationnels du film. Juste rajouter un petit truc sur la présence d'un personnage qui va être important jusqu'à la fin. On l'a peu vu lors du premier film, on n'en a pas vraiment parlé non plus, mais c'est la présence de Gollum. Dans le premier film, on le voit un peu suivre tout le monde, surtout dans la Moria. On sait que Frodon et Gandalf vont discuter un peu de lui. Mais Gandalf dit à Frodon qu'il pense que Gollum a toujours un rôle à jouer dans l'histoire. Et c'est là que dans le deuxième, les 2 tours, on voit vraiment que Gollum veut vraiment se rapprocher beaucoup plus des 2 hobbits, donc de Sam et de Frodon. Puis Sam et Frodon vont lui tendre un piège, vont le capturer. C'est vraiment là que on va commencer à avoir au début une relation entre Frodon et Gollum un peu étrange. Donc pour ceux qui ne le savent pas, Gollum c'est un ancien hobbit. Puis c'est grâce à l'anneau, dans le fond, c'est pas vraiment le fun pour lui, mais c'est dû à l'anneau que maintenant il ressemble à cette créature. Puis dans le fond, lors de leur début de parcours, lorsqu'ils se rencontrent, si on veut, Gollum va faire chasser sa deuxième partie de lui. Parce que Gollum, dans le fond, a 2 personnalités. Une personnalité un peu vraiment peureuse, timide, puis une personnalité vraiment plus méchante, criminelle. Donc, au début du film, il va se rendre compte que Frodon est gentil, puis il va faire disparaître sa personnalité vraiment plus méchante, jusqu'à ce que, dans le fond, il se fasse capturer par Faramir. De son point de vue à Gollum, il comprend que c'est Frodon qui l'aurait trahi pour se faire capturer. Donc, il va faire revenir, dans le fond, sa deuxième partie, sa partie qui est vraiment plus méchante. Et puis, lors du prochain film, vous allez voir la deuxième face de Gollum, vraiment. Évidemment, on ne peut pas parler de 2 tours malgré ces petits accros qu'on a entendus, mais qui est tout de même un très bon film. On peut tous être d'accord là-dessus. On ne peut pas parler du film sans parler de ses thèmes. Des thèmes prévalents dans le film sont les thèmes de la peur, du désespoir et aussi de la nature contre l'industrialisation, d'une certaine manière. Et cet aspect-là est personnalisé, ou plutôt représenté très clairement par essentiellement Saruman, qui est prêt à détruire toute forme de nature autour de lui, ou comme il le dit dans ses mots, le monde brûlera dans les flammes de l'industrie. Il est prêt son désir d'industrialisation détruit la nature, et c'est lorsqu'il est mis face à ça qu'il enfin pousse Silverbarb à s'impliquer dans la guerre de l'anneau. Parce qu'il voit tous les arbres qu'il fréquentait, tous les arbres qui étaient ses amis, qui ont été juste ravagés
par Saruman en Isengard. Et c'est là qu'il dit non, là ça suffit, ça va pas passer. Et là, c'est là qu'il entre en guerre. C'est là que les Ents font leur dernière marche. Enfin, dernière marche. Ils ne meurent pas, mais c'est comme ça qu'ils l'appellent. Et c'est quand même assez épique. Ça, c'est ça. Industrialisation agressive contre... Industrialisation agressive contre la nature. L'autre thème, le thème de la peur. La peur et le désespoir, c'est surtout représenté par la situation du roi. À cause de Saruman, le roi est dans la merde. Le roi Théoden est possédé par Saruman sans qu'il ne le sache. Ce qui le laisse dans un état de vieillard complètement... limite un vieillard à l'esprit en légumes. Grima, pendant ce temps-là, qui est un espion de Saruman, manipule tout autour de lui, autour de tout le monde. Il fait expulser les Rohirrim parce qu'ils sont loyaux à Saruman, parce qu'ils sont loyaux à Théoden. Il stalk littéralement Éowyn, qui est essentiellement la princesse du roi. Et ensuite, même après cela, après que Théoden soit libéré, sur le coup tu dis c'est génial, c'est excellent, le héros est revenu. Au final, Théoden le pauvre, il réalise que son fils unique, est mort. Ensuite, il apprend lui-même, après avoir été libéré de la possession de Saruman, que son royaume est dans la merde. Et du coup, il est forcé, à cause de la menace de Saruman et d'Isengard, de fuir Edoras avec tout son peuple pour aller au gouffre de Helm. Ils sont littéralement dans une situation de réfugiés de guerre. Et même rendus sur leur trajet, ils se font attaquer par les wargs, où ils pensent que Aragorn a été tué. Évidemment qu'ils doivent arriver au gouffre de Helm le plus vite possible. Ils disent, il sait que les wargs risquent de revenir, alors il dit, laissez-les morts, ils peuvent même pas les enterrer, ce qui est affreux. Et rendu là-bas, rapidement, ils se rendent compte qu'ils n'ont pas assez de soldats, parce que les Rohirrim, ils sont plus là, ils ont été bannis à cause de Grima, et du coup, ils doivent forcer des vieillards, des fermiers, surtout des enfants à se battre contre les dizaines de milliers d'Uruk-hai, qui s'amènent au gouffre. Parce qu'évidemment, Grima les a informés Saruman, d'où Théoden allait ramener son peuple. Et plusieurs personnes, dont Legolas désespère. Il dit à Aragorn, en elfique, parce qu'il veut pas affoler la foule autour d'eux, 300 soldats contre 10 000, il n'y a aucun espoir, ils vont tous se faire tuer. Et même plus tard, lorsqu'Aragorn parle au fils de Hamas, qui a été un soldat du roi qui malheureusement a été tué, qui a été attaqué par un éclaireur warg, il dit, plusieurs hommes disent que c'est sans espoir, que nous ne passerons pas la nuit. Mais Aragorn, comme avec Legolas, finit par lui raviver espoir en lui disant qu'il y a toujours de l'espoir. Essentiellement, le film est divisé en 3 parties. Donc, à la fin du premier film, on a la dissolution de la communauté de l'anneau. Donc, le film est reparti, si je peux le dire ainsi, en 3 petits groupes. Donc, on a Merry et Pippin, qui sont capturés par les Uruk-hai et qui traversent la forêt de Fangorn et qui rencontrent Sylvebarbe dans la forêt. On a Aragorn, Legolas et Gimli qui poursuivent justement les Uruk-hai, qui retrouvent en fait Gandalf, qui devient Gandalf le Blanc, et tout leur voyage dans le royaume du Rohan, vers Edoras et vers la bataille du gouffre de Helm. Et notre 3e partie du film, c'est Frodon, Sam, avec le fameux Gollum. Donc le film est centralisé sur ces 3 points. Et on alterne, évidemment, d'une façon linéaire qui est pas faite n'importe comment par Peter Jackson, c'est fait avec brio. Donc chaque partie du film, ces 3 parties, sont décrites individuellement avec perfection. Donc on a l'évolution de Frodon et Sam, ce duo-là, et de Gollum, / Sméagol. Donc on a évidemment la confrontation Sméagol-Gollum qui est performée tellement
avec panache, comme tu dirais, Raphaël, de Andy Serkis. Et je trouve qu'on parle pas assez de Andy Serkis dans ce film-là et dans Le Retour du Roi, évidemment. Andy Serkis a tellement joué des rôles iconiques. Évidemment, il a joué Gollum, mais il a joué dans aussi La Planète des Singes, où est-ce que ça a été tellement un rôle important dans sa carrière. Mais Gollum, pour de vrai, c'est un des meilleurs rôles, en tout cas pour la voix, mais il a aussi fait les mouvements. Ça a été autant vocal que physique. Donc on a aussi la relation Frodon et Sam. Donc Frodon qui devient de plus en plus possédé par l'anneau, qui, on le rappelle, est une arme qui amène toute la rage et toute la colère d'un être humain en lui. Donc Frodon qui devient de plus en plus possédé par l'anneau. Sam qui est excessivement sceptique par rapport à Gollum, sachant tout le malheur qu'il peut amener, disons-le comme ça. Donc on a cette confrontation-là entre les deux hobbits. Et dans le cas d'Aragorn... Ensuite, dans le cas de Merry et Pippin, on a cette relation-là entre, évidemment, les deux personnages, mais on vient un peu mettre Merry et Pippin dans un rôle crucial dans la guerre de l'anneau, car c'est eux qui vont faire en sorte que, comme on l'a dit précédemment, il y a la dernière marche des Ents. Ça a été un point culminant dans la guerre de l'anneau et dans le film aussi, évidemment, ce qui va nous amener au Retour du Roi, qui sera la guerre uniquement entre le Mordor et le monde des hommes. Et ensuite, évidemment, on a toute la partie majeure du film qui est centralisée entre Aragorn, Legolas, Gimli et leur voyage. 3 histoires, je dirais. Pas 3 points, mais 3 histoires qui regroupent en soi les 2 tours. Merci beaucoup, Jérémy. Et sur ce, nous pouvons conclure ce 7e épisode de Sur ce, bonne soirée. Mesdames et messieurs, comme à l'habitude, j'espère que nous vous avons instruit autant que divertis, malgré le fait que nous avons parlé davantage sur le film que sur notre rubrique sport. Mais tout de même, encore une fois, merci beaucoup de nous avoir écoutés et nous vous reverrons la semaine prochaine. C'était Raphaël avec Sur ce, bonne soirée.